À 7, l'air semble plus lourd que d'habitude, comme si la ville elle-même pressentait qu'un équilibre fragile est sur le point de se rompre. Rien n'explose encore, rien ne crie, mais les regards se chargent d'inquiétude, les silences s'étirent, et chacun avance avec cette sensation diffuse que quelque chose d'irréversible est déjà en marche. Dans ce décor familier, Demain nous appartient s'ouvre sur une certitude brutale. Le temps est compté, et certains choix ne laissent aucune place au retour en arrière. Mélodie, elle, le sait déjà. Depuis plusieurs jours, cette décision la hante, la ronge, l'empêche de dormir. Elle a beau se convaincre qu'elle agit pour le mieux, qu'il s'agit d'une opportunité à saisir, son cœur refuse de suivre le raisonnement. Dans son esprit, tout s'entrechoque, la fatigue accumulée, l'impression d'être à bout, et ce sentiment constant d'instabilité qui ne la quitte plus depuis longtemps. Cet, autrefois refuge, lui apparaît désormais comme un lieu saturé de souvenirs douloureux, un espace où chaque rue semble lui rappeler ce qu'elle a tenté de construire, et ce qui a échoué. Quand elle parle enfin à Bastien, la vérité tombe comme une lame froide. Elle n'y va pas par détours inutiles, peut-être parce qu'elle n'en a plus la force. Elle lui explique qu'elle a demandé sa mutation, qu'elle ne se voyait plus continuer à travailler ici, pas dans ces conditions, pas avec cette pression permanente. Bastien l'écoute, d'abord silencieux, persuadé qu'il s'agit d'une réflexion parmi d'autres, d'un projet lointain. Puis Mélodie prononce les mots qui changent tout, Béziers. 3 jours. Ils partent dans 3 jours. Le choc est immédiat. Bastien a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. 3 jours, ce n'est pas un délai, c'est une condamnation. Il n'a pas le temps de se projeter, ni même de comprendre ce qu'il ressent. Tout ce qu'il connaît, tout ce qui constitue son quotidien, est soudain balayé par une décision qu'il n'a pas choisie. Il voit bien que sa mère essaie de rester forte, qu'elle tente de justifier ce départ comme une nécessité, presque comme une question de survie. Mais pour lui, c'est une rupture brutale, une extraction violente de son monde. Mélodie, face à son fils, mesure l'ampleur de ce qu'elle lui impose. Elle parle de sécurité, de stabilité future, d'un nouveau départ qui pourrait enfin leur offrir un peu de paix. Pourtant, plus elle parle, plus la culpabilité s'insinue en elle. Elle comprend qu'en voulant fuir ses propres angoisses, elle entraîne Bastien dans une spirale qui n'est pas la sienne. Elle avait espéré lui offrir mieux, et elle se retrouve à lui imposer un arrachement. Pendant ce temps, ailleurs à 7, une autre inquiétude grandit, plus sourde encore, mais tout aussi menaçante. À l'hôpital, Samuel confie à Swazik ce qui le hante depuis des heures. Il raconte cet homme qui a tenté d'enlever Orso, ce visage flou, cette présence inquiétante, et surtout ce détail qui refuse de quitter son esprit, le badge de l'hôpital. En prononçant ces mots, Samuel ne mesure pas encore leur portée, mais Swazik, elle, se fige presque imperceptiblement. Dans son regard, une compréhension brutale s'allume. Le puzzle s'assemble à une vitesse effrayante. Pedro, le nom ne sort pas de sa bouche, mais il résonne dans tout son être. Elle pense à son badge disparu, à certaines attitudes étranges, à des silences qui, jusqu'ici, lui semblaient anodins. Tout prend soudain un sens glaçant. Swazik sait. Elle sait que Pedro est capable du pire. Et pourtant, elle se tait. Ce silence n'est pas une faiblesse, mais un choix lourd, presque insupportable. Elle regarde Samuel, consciente que s'il comprend, la machine judiciaire s'emballera, que les conséquences seront incontrôlables. Elle pèse le risque, elle calcule, elle se convainc qu'il faut encore attendre. Ce mensonge par omission lui brûle la gorge, mais elle l'avale, persuadée qu'elle protège quelqu'un. Sans être certaine de qui, exactement. La situation se complique encore lorsqu'elle décide d'en parler à Alain. Elle espère, peut-être naïvement, qu'un père saura entendre, qu'il acceptera au moins l'idée que son fils puisse être dangereux. Mais Alain, déjà fragilisé par son passé et ses regrets, se braque immédiatement. Pour lui, l'idée que Pedro ait volé un badge et tenté d'enlever un bébé est tout simplement inconcevable. Il refuse d'écouter, refuse de douter, comme si reconnaître cette possibilité revenait à admettre un échec personnel irréparable. Swazik insiste, tente de le raisonner, mais chaque mot semble renforcer le mur qu'Alain dresse entre eux. Finalement, il lui tourne le dos, mettant fin à la discussion de la manière la plus brutale qui soit. Il choisit le déni, parce que la vérité est trop violente, trop destructrice pour être affrontée. Un peu plus tard, Alain confronte Pedro lui-même. Il le fait sans colère apparente, presque avec une forme de retenue, comme s'il espérait encore que tout cela ne soit qu'un malentendu. Pedro, de son côté, joue sa partition à la perfection. Il se présente comme une victime, comme un fils rejeté, incompris, blessé par le regard de son père. Chaque phrase est calculée, chaque silence savamment placé. Et ça fonctionne. Alain vacille, la culpabilité l'envahit. Il se reproche d'avoir douté, d'avoir laissé planer le soupçon. Pedro, en quelques mots,
a réussi à retourner la situation, à faire passer l'accusation pour une trahison. À cet instant précis, Alain s'enferme définitivement dans son aveuglement, incapable de voir que la manipulation est déjà à l'œuvre. À l'autre bout de la ville, Bastien tente de trouver un peu d'air. Il se confie à Violette, presque honteux de ce qu'il ressent. Il lui parle de ce départ imminent, de cette sensation d'être piégé, privé de choix. Les mots sortent avec amertume, et quand il évoque l'année qui s'achève, le constat est sans appel. Pour eux, 2025 aura été une succession de coups durs. Violette l'écoute, impuissante, consciente que rien de ce qu'elle dira ne pourra réellement apaiser ce déchirement. Dans ce climat déjà tendu, Aurore et Sarah commencent à remonter une piste qui les mène directement à l'hôpital. Elles interrogent le personnel, cherchent un visage, un nom. Et sans le savoir, Marianne leur livre une information capitale en évoquant Pedro, le fils d'Alain. Ce simple détail agit comme un déclencheur. Désormais, les soupçons prennent une forme concrète, presque dangereuse. Pendant ce temps, Mélodie, rongée par le doute, se confie à Audrey. Elle lui avoue sa peur, sa culpabilité, ce sentiment écrasant d'entraîner Bastien dans une vie faite d'incertitudes. Elle pensait lui offrir une stabilité, une famille solide, et elle réalise à quel point cet idéal s'est effrité. Ces paroles trahissent une fatigue profonde, celle d'une femme qui ne sait plus si elle fuit pour survivre ou si elle détruit ce qui lui reste. La journée s'achève sans apporter de réponse, seulement des tensions supplémentaires. Chacun avance avec ses propres certitudes, ses propres mensonges, sans savoir que les fils invisibles qui les relient sont sur le point de se rompre. Et au-dessus de tout cela plane une menace encore floue, mais déjà terriblement réelle, prête à s'abattre sur Seth et sur ceux qui y vivent. La nuit est tombée sur Seth, mais l'obscurité n'apporte aucun apaisement. Au contraire, elle semble amplifier les inquiétudes, comme si chaque personnage avançait désormais à tâtons dans un labyrinthe dont il ignore l'issue. Les décisions prises plus tôt dans la journée continuent de produire leurs effets, silencieux mais ravageurs, et chacun commence à sentir que la situation lui échappe. Karim, de son côté, tente de s'offrir une parenthèse loin des affaires trop lourdes qui saturent son quotidien. Au Spoon, il retrouve Émilie pour un déjeuner qui se veut léger, presque banal. Ils décident de se tutoyer, geste anodin en apparence, mais qui marque une volonté de rapprochement. Très vite pourtant, une gêne s'installe. Karim, fidèle à lui-même, parle sans filtre, impose son rythme, sa manière de voir les choses. Émilie, elle, observe, analyse, et sent poindre une forme de malaise qu'elle n'arrive pas à ignorer. La conversation glisse vers le passé. Karim évoque Anna, sans nostalgie excessive mais avec cette honnêteté brute qui le caractérise. Émilie, touchée, se livre à son tour. Elle parle de Jean-Marc, le père de ses filles, disparu depuis 10 ans. Elle confie aussi ce qu'elle n'avoue presque jamais, la peur qu'elle avait de ne jamais pouvoir être mère, l'adoption d'Esmé, puis cette grossesse inattendue qui a donné naissance à Diane. Pendant quelques instants, une vraie connexion semble naître, fragile mais sincère. Mais Karim commet l'erreur de trop. Lorsqu'Émilie se lève pour aller aux toilettes, il règle l'addition sans lui en parler. À son retour, elle comprend immédiatement. Le geste, qu'il pense galant, la met profondément mal à l'aise. Lorsqu'elle lui fait remarquer, Karim balaie la gêne d'un revers de main, affirmant qu'il ne faut pas se prendre la tête pour ça. Pour Émilie, cette phrase sonne comme une minimisation de son ressenti. Elle se ferme aussitôt, se lève, et quitte le Spoon sans se retourner, laissant Karim seul avec son incompréhension. Au même moment, Georges traverse lui aussi une période sombre. Alex le croise au Spoon et remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Après quelques hésitations, Georges finit par avouer, il est suspendu de son travail et sa relation amoureuse vient de voler en éclats. Ces deux coups portés presque simultanément l'ont laissé vider, sans repère. Alex, fidèle à son amitié, lui assure qu'il est là s'il a besoin de parler, s'il a besoin d'aide. Ce soutien discret n'efface pas la douleur, mais il empêche Georges de sombrer complètement. Pendant ce temps, la tension autour d'Orso ne cesse de monter. Sarah pousse Aurore à parler à Martin, persuadée qu'il est dangereux de garder le silence plus longtemps. Aurore, elle, hésite encore. Elle connaît les règles, elle sait ce que la loi exige, mais elle est avant tout une mère. Et si Martin apprend toute la vérité, Sophia risque gros. Trop gros. Cette peur la paralyse, la pousse à retarder l'inévitable, tout en sachant que chaque minute qui passe augmente le danger. Déterminée à avancer malgré tout, Aurore et Sarah se rendent à l'hôpital pour interroger le personnel. Elles posent des questions, croisent des regards méfiants, sentent que quelque chose cloche. Et puis, presque par hasard, Marianne mentionne Pedro, le fils de son voisin Alain. Elle ne se doute pas une seconde de la portée de ces paroles. Pour Aurore et Sarah, c'est un choc. Le nom qu'elles cherchaient vient de leur être offert, sans résistance,
comme une pièce manquante qui s'emboîte enfin. À partir de là, tout s'accélère. Les deux policières se rendent chez Alain Lehaut sous prétexte d'une enquête en cours. L'atmosphère est immédiatement électrique. Pedro se montre calme, presque trop. Il nie toute implication, répond avec une assurance qui frôle l'arrogance. Aurore, elle, ne cache plus sa colère. Elle le confronte directement, lui fait comprendre qu'elle sait, qu'elle n'est pas dupe. Elle va jusqu'à le menacer. S'il approche de nouveau Orso, les conséquences seront immédiates et irréversibles. Sarah tente de calmer le jeu, consciente que la situation peut dégénérer à tout instant. Elle sait que provoquer Pedro frontalement peut être dangereux, surtout sans preuve formelle. Mais le mal est fait. Pedro a compris qu'il est dans le viseur, et ce simple constat suffit à rendre la situation encore plus instable. Chez Alain, cette confrontation laisse des traces. Il assiste à la scène, impuissant, partagé entre la peur et le refus d'admettre ce qui se joue sous ses yeux. Il veut croire que tout cela n'est qu'un malentendu, une erreur, une chasse aux sorcières. Pourtant, au fond de lui, un doute commence à s'insinuer, discret mais tenace, malgré les efforts qu'il fait pour l'étouffer. De son côté, Mélodie essaie de gérer les conséquences pratiques de son départ. Elle donne rendez-vous à Georges au Spoon en présence de Lucien. L'échange est poli, presque froid. Elle lui annonce qu'il pourra récupérer ses clés après-demain, comme si cette information administrative pouvait résumer à elle seule la fin de leur histoire. Elle a pensé à Lucien, lui a apporté un cadeau pour Lulu, geste tendre mais chargé d'une tristesse immense. Georges encaisse, sans éclat, conscient que cette séparation est désormais définitive. Plus tard, seule avec ses pensées, Mélodie sent le poids de ses choix s'alourdir encore. Elle réalise qu'en partant, elle ne laisse pas seulement une ville derrière elle, mais aussi des liens, des habitudes, une vie qu'elle ne pourra jamais totalement reconstruire ailleurs. Et pourtant, elle continue d'avancer, convaincue que reculer serait encore plus destructeur. À ce stade, personne ne sait encore que la situation va basculer de manière brutale. Les non-dits s'accumulent, les secrets s'empilent, et une vérité, tapie dans l'ombre, s'apprête à éclater. Car pendant que chacun tente de protéger ce qu'il peut encore sauver, un message, quelque part, est déjà en train de circuler. Prêt à faire voler en éclats toutes les stratégies de silence. Le lendemain s'ouvre sur une tension presque palpable, comme si chaque personnage avançait avec la certitude confuse que le point de non-retour est désormais tout proche. À 7, plus personne ne maîtrise vraiment le tempo des événements. Les décisions prises dans l'urgence, les silences entretenus par peur, tout commence à produire un effet domino impossible à arrêter. Aurore n'a pratiquement pas dormi. Son esprit tourne en boucle, obsédé par une seule question. Combien de temps encore peut-elle protéger Sophia sans trahir son devoir? À la maison, chaque regard échangé avec William est lourd de sous-entendus. Il partage ses inquiétudes, mais il refuse catégoriquement que Martin soit mis au courant trop tôt. La peur pour leur fille est trop forte, presque paralysante. Ils savent tous les deux que si l'affaire d'Orso sort du cercle familial, Sophia risque de perdre bien plus que sa tranquillité. Sarah, au contraire, commence à perdre patience. Pour elle, la situation est claire. Un enfant est en danger, un suspect identifié circule librement, et le silence devient une faute professionnelle. Elle tente une nouvelle fois de convaincre Aurore. Le ton monte légèrement, sans jamais devenir violent, mais la fracture est là. Entre collègues, entre amis, une ligne invisible se dessine, faite de loyauté familiale contre responsabilité institutionnelle. Pendant ce temps, Pedro sent que l'étau se resserre. Il fait bonne figure, se montre affable, presque détaché, mais à l'intérieur, la pression monte. Les menaces d'Aurore résonnent encore dans sa tête. Il sait qu'il a été identifié, qu'il ne bénéficie plus de l'anonymat qui lui permettait de manœuvrer tranquillement. Cette prise de conscience le rend imprévisible, plus dangereux encore. Chez lui, sous le regard inquiet d'Alain, il feint l'indifférence, comme si tout cela n'était qu'une absurdité de plus. Alain, lui, oscille entre deux états contradictoires. D'un côté, il continue de se raccrocher aux paroles de son fils, à ce discours victimaire qui le rassure autant qu'il le culpabilise. De l'autre, certaines images refusent de le quitter. L'insistance de Swazik, le regard déterminé d'Aurore, la gravité inhabituelle de Sarah. Il n'ose pas encore l'admettre, mais une brèche s'est ouverte dans son déni. Chez Mélodie, l'heure est au carton, aux choix absurdes mais symboliques. Que garder, que laisser derrière soi? Chaque objet ravive un souvenir, chaque tiroir ouvert lui rappelle une version d'elle-même qu'elle abandonne. Bastien erre dans l'appartement comme un fantôme. Il ne proteste plus, il ne discute plus. Ce silence, Mélodie le ressent comme un reproche muet, bien plus douloureux que des cris. Elle comprend qu'il encaisse, qu'il se protège, mais elle sait aussi que cette blessure mettra du temps à cicatriser. Bastien finit par sortir, incapable de rester enfermé plus longtemps.
Il retrouve Violette, avec qui il partage cette impression d'être coincé dans une année maudite. Il lui avoue qu'il ne sait plus ce qu'il ressent. La colère, la tristesse, la peur se mélangent sans qu'il puisse les distinguer. Partir dans 3 jours lui semble irréel, presque grotesque. Violette l'écoute, impuissante, consciente que certains combats se mènent seuls, même entourés. C'est alors que tout bascule. Au commissariat, Martin Constant consulte ses mails, sans se douter une seconde de ce qui l'attend. Parmi les messages ordinaires, un courriel attire son attention. Pas d'expéditeur identifiable. Le contenu est bref, mais glaçant. Un enfant a été kidnappé en Espagne. Son prénom, Orso. À la lecture de ces mots, Martin se fige. L'information est trop précise pour être une plaisanterie, trop grave pour être ignorée. Immédiatement, tous les signaux d'alerte s'activent. Martin relit le message plusieurs fois, cherchant un détail, un indice, quelque chose qui pourrait confirmer ou infirmer cette affirmation. Mais plus il avance, plus une certitude s'impose. Quelqu'un sait. Quelqu'un a décidé de parler, et de le faire de la manière la plus brutale possible. Sans perdre de temps, Martin convoque Aurore. Le face-à-face est tendu dès les premières secondes. Il lui montre le mail, observe son visage, guette la moindre réaction. Aurore comprend aussitôt que le jeu est terminé. Elle tente de temporiser, de gagner quelques secondes, mais Martin n'est pas dupe. Son regard est dur, presque accusateur. Il lui demande si c'est vrai, si elle était au courant, si elle a volontairement gardé le silence. Aurore se retrouve prise au piège de ses propres choix. Chaque mot qu'elle prononce semble l'enfoncer un peu plus. Elle réalise que ce qu'elle craignait le plus est en train de se produire, la situation lui échappe totalement. Martin, blessé par ce qu'il considère comme une trahison professionnelle, sent la colère monter. Pour lui, il n'est plus seulement question d'un conflit familial, mais d'un crime potentiel d'une gravité extrême. La nouvelle commence à circuler, créant une onde de choc. Sarah apprend l'existence du mail et comprend immédiatement que l'affaire a changé de dimension. Ce n'est plus une suspicion, ni même une tentative d'enlèvement, c'est un kidnapping international. Le danger est réel, immédiat, et chaque minute compte. À cet instant précis, tous les silences accumulés se retournent contre ceux qui les ont entretenus. Les stratégies de protection s'effondrent les unes après les autres. À 7, chacun comprend que l'affaire Orso n'est plus un secret à gérer en interne, mais une bombe prête à exploser, dont les conséquences pourraient être irréversibles. Après la révélation du mail anonyme, plus rien n'est comme avant. Au commissariat, l'atmosphère se durcit brutalement, comme si l'air lui-même s'était figé. Les échanges deviennent plus secs, les regards plus méfiants. Chacun comprend que l'affaire Orso a dépassé le stade des soupçons et des arrangements silencieux. Désormais, il n'y a plus d'échappatoire possible. Martin ne laisse aucun répit à Aurore. La déception se lit clairement sur son visage, mêlée à une colère froide qu'il peine à contenir. Pour lui, le plus douloureux n'est pas seulement l'existence du kidnapping présumé, mais le fait d'avoir été tenu à l'écart. Il a l'impression que la confiance a été rompue, que la frontière entre la loyauté personnelle et le devoir professionnel a été franchie sans retour. Aurore tente de s'expliquer, de rappeler qu'elle est avant tout une mère, qu'elle a agi par peur pour Sophia. Mais ses arguments se heurtent à une réalité implacable. Un enfant est peut-être en danger, et chaque seconde de silence peut lui coûter la vie. Sarah assiste à cette confrontation avec un malaise grandissant. Elle comprend les deux camps, mais elle sait aussi que la situation exige désormais une réaction claire et immédiate. Pour elle, il n'y a plus de place pour l'hésitation. Elle soutient Martin dans sa décision d'ouvrir officiellement une enquête, même si cela signifie exposer Sophia et mettre Aurore face à des choix qu'elle redoutait depuis le début. Ce positionnement crée une distance douloureuse entre les deux collègues, autrefois si soudés. Pendant ce temps, Pedro sent que le sol se dérobe sous ses pieds. Il apprend rapidement que Martin est au courant, que l'affaire n'est plus confinée à quelques policiers. Cette information agit comme un électrochoc. Il tente de garder son calme, mais la peur commence à s'insinuer. Chaque bruit, chaque regard extérieur lui semble désormais suspect. La certitude qu'il pouvait tout contrôler se fissure, laissant place à une nervosité dangereuse. Alain, de son côté, est frappé de plein fouet par la tournure des événements. L'idée que l'on parle désormais d'un kidnapping à l'étranger dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Les paroles de Soisic lui reviennent en mémoire avec une violence inattendue. Il commence à se demander si, en refusant de voir la vérité, il n'a pas contribué à aggraver la situation. Ce doute, longtemps étouffé, devient impossible à ignorer. Pourtant, reconnaître l'évidence reviendrait à admettre que son propre fils est capable de l'irréparable. Chez Mélodie, l'annonce de cette affaire résonne comme un écho lointain mais inquiétant. Elle perçoit la tension qui envahit la ville, les discussions à demi-mot, les regards anxieux. Son départ imminent prend alors une autre dimension. Partir maintenant,
C'est aussi fuir un climat devenu étouffant, presque hostile. Mais cette fuite lui laisse un goût amer. Elle se demande si elle n'abandonne pas quelque chose de plus grand que de simples souvenirs. Bastien, lui, ressent confusément que tout se disloque autour de lui. Le départ, les tensions familiales, l'affaire Orso, tout se mélange dans son esprit. Il a l'impression que le monde adulte est fait de décisions brutales, prises sans concertation, dont il subit les conséquences sans jamais pouvoir s'exprimer. Cette impuissance le rend silencieux, mais aussi profondément amer. Au commissariat, Martin enclenche les premières démarches officielles. Il contacte les autorités compétentes, envisage une coopération internationale, et exige que toute information pertinente soit immédiatement transmise. Le ton est donné. Désormais, il n'y aura plus de zone d'ombre tolérée. Cette fermeté rassure certains, mais elle inquiète ceux qui ont quelque chose à cacher. Aurore, mise à l'écart de certaines discussions, ressent cette décision comme une sanction implicite. Elle comprend que sa position est fragilisée, que sa crédibilité professionnelle est remise en question. Plus que jamais, elle se sent écartelée entre son rôle de policière et celui de mère. Chaque pas qu'elle fait semble la rapprocher d'une perte, sans qu'elle sache laquelle sera la plus douloureuse. Dans l'ombre, l'auteur du mail anonyme reste invisible, mais son geste continue de produire des effets en cascade. Il a forcé la vérité à émerger, sans se soucier des dégâts collatéraux. Et alors que l'enquête débute officiellement, chacun réalise que cette révélation n'est peut-être que le début d'une série de chocs bien plus violents. À 7, les certitudes s'effondrent les unes après les autres. Les liens se tendent, les alliances se fissurent, et une question hante désormais tous les esprits. Jusqu'où cette affaire va-t-elle aller, et qui en sortira indemne? À mesure que l'enquête s'intensifie, la peur change de nature. Elle n'est plus diffuse, elle n'est plus abstraite. Elle s'incarne désormais dans un nom, dans un visage, dans une présence que chacun redoute sans oser la nommer trop fort. Pedro devient le centre gravitationnel de toutes les inquiétudes, et autour de lui, tout commence à se déséquilibrer. Au commissariat, la pression monte d'un cran. Les échanges se font plus rapides, plus tendus, comme si le temps s'accélérait brutalement. Les policiers comprennent que la moindre erreur pourrait avoir des conséquences dramatiques. Sarah s'investit sans relâche, refusant de laisser ses émotions interférer avec son travail. Pourtant, même chez elle, la certitude professionnelle se fissure parfois. L'affaire Orso dépasse le cadre habituel, parce qu'elle implique trop de proches, trop de non-dits, trop de zones grises. Aurore, elle, vit ses heures comme une lente suffocation. Chaque information qui remonte lui donne l'impression d'être un peu plus dépossédée de son rôle, de son autorité, de sa capacité à protéger sa fille. Elle observe les décisions prises sans elle, ressent la mise à distance comme une humiliation silencieuse. Plus que jamais, elle se demande si son instinct maternel ne l'a pas conduite à commettre une erreur irréparable. Pedro, conscient d'être désormais surveillé, adopte un comportement erratique. Il multiplie les déplacements inutiles, cherche à donner le change, à paraître normal. Mais cette façade se fissure. Son regard trahit une nervosité croissante, une agitation intérieure qu'il peine à contrôler. Il comprend que le filet se resserre, que le temps joue désormais contre lui. Cette prise de conscience le rend imprévisible, et donc encore plus dangereux. Alain assiste à cette dérive avec une angoisse qu'il ne peut plus ignorer. Chaque geste de son fils, chaque parole, lui semble désormais suspecte. Le discours rassurant qu'il s'était construit s'effondre peu à peu. Il repense à ses refus d'écouter, à ses silences, à sa volonté obstinée de protéger Pedro coûte que coûte. La culpabilité l'envahit, lourde et écrasante. Pour la première fois, il envisage l'impensable, et si Swazik avait eu raison depuis le début? Swazik, justement, porte ce fardeau en silence. Elle observe la situation se dégrader, consciente que son mutisme a contribué à laisser le danger s'installer. Elle se reproche de ne pas avoir parlé plus tôt, de ne pas avoir fait confiance aux institutions plutôt qu'à sa peur. Chaque nouvelle avancée de l'enquête lui rappelle qu'un enfant est au cœur de cette affaire, et que chaque retard a un prix. Chez Mélodie, l'heure n'est plus au doute, mais à l'urgence. Les cartons s'empilent, les affaires disparaissent, et l'appartement se vide peu à peu de son âme. Elle tente de maintenir une apparence de normalité pour Bastien, mais elle sent bien que ce dernier s'éloigne intérieurement. Il fait ce qu'on attend de lui, sans résistance apparente, mais son regard est ailleurs, comme déjà détaché de ce qu'il laisse derrière lui. Bastien, quant à lui, se referme. Il n'exprime plus sa colère, il l'enfouit. Il observe les adultes autour de lui, leurs choix, leurs contradictions, leurs peurs, et il en tire une conclusion amère. Il n'y a pas de sécurité absolue, seulement des compromis douloureux. Cette lucidité précoce le rend plus mature, mais aussi plus solitaire. L'affaire Orso envahit désormais toutes les conversations, même celles qui n'y sont pas directement liées. À 7,
Chacun sent que quelque chose de grave est en train de se jouer. Les regards se croisent avec méfiance, les mots sont pesés, les silences deviennent éloquents. La ville entière semble retenir son souffle, consciente qu'un drame pourrait éclater à tout instant. Dans ce climat tendu, une certitude s'impose peu à peu. Pedro n'est plus seulement un suspect potentiel, il est une menace réelle. Et tant qu'il reste libre, personne ne peut se sentir en sécurité. Cette prise de conscience collective marque un tournant décisif. Les hésitations ne sont plus permises, les choix doivent être assumés, quels qu'en soient les coûts. La tempête est désormais bien installée. Et alors que chacun tente de s'y préparer, une question demeure, obsédante. Qui sera la prochaine victime de cette spirale de mensonges et de peur? À ce stade, il ne reste plus grand-chose à quoi se raccrocher. Les certitudes ont disparu, remplacées par une fatigue nerveuse qui touche chacun différemment. À 7, les corps avancent encore, mais les esprits sont ailleurs, happés par une peur devenue omniprésente. L'affaire Orso n'est plus seulement une enquête, c'est une faille ouverte dans la vie de tous ceux qui y sont liés, de près ou de loin. Aurore est au bord de la rupture. Chaque appel du commissariat, chaque échange avec Martin la renvoie à ses contradictions. Elle se sent jugée, observée, presque mise en accusation, alors qu'elle est convaincue d'avoir agi par amour. Pourtant, cette certitude vacille. La culpabilité s'installe, insidieuse, la poussant à se demander si sa protection maternelle n'a pas, paradoxalement, mis Orso encore plus en danger. Elle comprend que, quoi qu'il arrive désormais, elle ne pourra plus revenir en arrière. William tente de la soutenir, mais lui aussi est rongé par l'angoisse. Il réalise que leur famille est désormais exposée, que Sofia se retrouve au centre d'une tempête qui la dépasse. Il mesure brutalement le prix du silence qu'ils ont accepté de garder. Dans son regard, Aurore lit la même peur qu'en elle, celle d'avoir sous-estimé la gravité de la situation. Sarah, de son côté, encaisse le choc émotionnel sans jamais le montrer. Elle se réfugie dans le travail, dans l'action, persuadée que rester concentrée est la seule manière de ne pas s'effondrer. Pourtant, certaines nuits, le doute la rattrape. Elle repense aux avertissements ignorés, aux signes qui auraient pu être pris plus au sérieux. Elle sait qu'un enfant est peut-être en train de payer le prix de ses retards. Pedro, lui, est de plus en plus isolé. Il sent que les regards changent, que les portes se ferment, que la méfiance le suit partout. Cette solitude nourrit sa paranoïa. Il alterne entre moments de froide lucidité et accès de colère intérieure. Il se sait surveillé, mais il refuse d'abandonner le contrôle. Plus il se sent acculé, plus ses réactions deviennent imprévisibles, laissant planer l'ombre d'un passage à l'acte irréversible. Alain vit cette période comme un cauchemar éveillé. Il n'arrive plus à se mentir complètement. Les incohérences, les silences de Pedro, ses absences inexpliquées prennent désormais une autre couleur. La honte s'ajoute à la peur, honte d'avoir refusé d'écouter, honte d'avoir accusé Swazik à demi-mot, honte d'avoir préféré protéger l'image de son fils plutôt que la vérité. Ce poids l'écrase, et pour la première fois, il se sent terriblement seul. Swazik, quant à elle, est traversée par une colère sourde. Elle en veut à Alain pour son déni, à Pedro pour sa dangerosité, mais surtout à elle-même. Elle se reproche de ne pas avoir parlé plus tôt, d'avoir cru qu'elle pouvait gérer seule une situation qui la dépassait. Désormais, elle comprend que le silence n'a jamais protégé personne, et cette prise de conscience la hante. Chez Mélodie, les derniers préparatifs du départ prennent une tournure presque mécanique. Elle agit sans réfléchir, comme pour éviter de ressentir. Chaque geste est précis, presque froid. Bastien l'observe, et ce détachement apparent le blesse plus qu'il ne veut l'admettre. Il a l'impression que sa mère fuit non seulement Seth, mais aussi la douleur qu'elle refuse d'affronter. Bastien, lui, est arrivé à un point de rupture silencieuse. Il ne pleure pas, il ne crie pas. Il encaisse, mais cette retenue cache une immense désillusion. Il réalise que les adultes qu'il croyait solides sont en réalité fragiles, prisonniers de leurs peurs et de leurs erreurs. Cette lucidité précoce marque un tournant pour lui. Quelque chose s'est définitivement fissuré. À 7, l'ambiance devient presque irréelle. Les conversations se font à voix basse, les sourires sont forcés, et chacun attend une nouvelle qui pourrait tout faire basculer. Tout le monde sent que l'affaire Orso approche d'un point critique, que le prochain événement décidera de l'issue, pour le meilleur ou pour le pire. L'explosion n'a pas encore eu lieu, mais elle est imminente. Et dans ce silence tendu, une vérité s'impose à tous, même à ceux qui refusent encore de l'admettre. Après cette affaire, plus rien ne sera jamais comme avant. La fin de la journée s'abat sur Seth comme un couperet. Rien n'explose, rien ne se résout vraiment, et c'est précisément ce qui rend l'instant insupportable. L'épisode s'achève dans cet entre-deux cruel où chacun comprend que le pire n'est peut-être pas encore arrivé, mais qu'il est désormais impossible de faire comme si de rien n'était.
Au commissariat, Martin reste seul un long moment, les yeux rivés sur les écrans, les dossiers, les notes qui s'accumulent. Le mail anonyme a tout changé. Il sait que cette affaire dépasse désormais le cadre local, que des décisions lourdes devront être prises, et que certaines carrières, certaines familles, ne s'en relèveront pas intactes. La déception qu'il ressent vis-à-vis d'Aurore est réelle, mais elle est désormais éclipsée par l'urgence absolue. Retrouver Orso, comprendre qui a parlé, et surtout empêcher que la situation ne dégénère davantage. Aurore quitte le commissariat avec un poids écrasant sur la poitrine. Elle sait qu'elle a perdu quelque chose d'essentiel, la maîtrise. Elle a voulu protéger sa fille, retarder l'inévitable, et se retrouve face à une machine judiciaire qu'elle ne peut plus freiner. En rentrant chez elle, elle croise le regard de Sofia. Aucun mot n'est échangé, mais tout est dit. La peur, la culpabilité, la conscience que leur vie vienne de basculer s'installe dans un silence lourd, presque irréparable. Sarah, elle, tente de rester droite. Elle continue d'agir, de réfléchir, de coordonner, mais intérieurement, la colère et la tristesse s'entremêlent. Elle n'en veut pas à Aurore d'avoir été mère, elle lui en veut d'avoir été policière trop tard. Cette nuance la hante, car elle sait que la frontière entre les deux rôles est parfois impossible à tracer. Pedro, dans l'ombre, ressent cette agitation comme une menace directe. Il comprend que le filet se resserre, que les mensonges deviennent plus difficiles à maintenir. Son calme apparent dissimule mal une tension extrême. Chaque minute qui passe sans qu'il soit inquiété le rassure autant qu'elle l'affole. Il sait que le temps joue contre lui, et cette certitude le rend plus instable que jamais. Alain, quant à lui, touche le fond. Le doute qu'il refusait d'affronter s'est transformé en angoisse pure. Il repense à tout ce qu'il n'a pas voulu entendre, à toutes les occasions où il aurait pu agir différemment. Pour la première fois, il réalise que son amour paternel, aveugle et obstiné, a peut-être contribué à une situation qu'il juge désormais monstrueuse. Ce constat le laisse brisé, incapable de se regarder sans honte. Swazik, seule, laisse enfin éclater une fatigue qu'elle retenait depuis trop longtemps. Elle n'a plus d'illusions, le silence n'a protégé personne. Elle comprend que, dans cette histoire, chacun a voulu gagner du temps, et que ce temps est devenu leur pire ennemi. L'image d'Orso, vulnérable, lui revient sans cesse, comme un rappel brutal de ce qui est réellement en jeu. Chez Mélodie, l'appartement presque vide résonne d'un écho étrange. Les valises sont prêtes, le départ est imminent. Pourtant, loin d'apporter un soulagement, cette perspective renforce son malaise. Elle observe Bastien, silencieux, fermé, et comprend qu'elle ne pourra jamais totalement réparer ce qu'elle est en train de briser. Elle part pour survivre, mais elle laisse derrière elle un fils profondément marqué par cette fuite. Bastien, justement, regarde une dernière fois ce qui a été son quotidien. Il ne dit rien, mais son regard trahit une résignation douloureuse. Il a compris que certaines décisions se prennent sans demander l'avis de ceux qui les subissent. Cette prise de conscience le fait grandir trop vite, au prix d'une innocence perdue. L'épisode se termine ainsi, sans résolution, mais avec une certitude glaçante, toutes les lignes ont bougé. Les secrets sont éventrés, les protections se sont effondrées, et chacun devra désormais assumer les conséquences de ses choix. À 7, plus rien n'est stable. Le départ de Mélodie, le déchirement de Bastien, l'affaire Orso et l'ombre de Pedro laissent derrière eux un champ de tension prêt à exploser. Et dans ce silence final, une question demeure, suspendue, obsédante, qui paiera le prix ultime de cette spirale de mensonges et de peur.